L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, un système de santé totalement anéanti. Selon l'ONU, la santé est un droit inaliénable. Eh bien, ce droit a été confisqué aux Palestiniens, décimé plutôt, tout comme les 35 000 vies. 206 jours de bombardement, les conditions et le droit sont antagonistes, c'est-à-dire profondément incompatibles. Et l'occupant visant délibérément les structures hospitalières avec ses missiles de charge explosive de plusieurs tonnes, table sur l'effondrement mental, mais aussi physique, de toute une population, pas que la population palestinienne d'ailleurs. Toute personne désirant aider les victimes razaouis se trouverait de facto en danger. Les destructions des organisations d'aide humanitaire avec la mort des travailleurs fait dire au rapporteur de l'ONU que nous sommes bel et bien en face d'un génocide. Notre invité du jour d'ailleurs était sur place, c'est-à-dire à Raza. Il est rentré il y a quelques jours. Médecin également, et tout de suite, il nous livre son témoignage. Christophe Oberlin, bonsoir. Vous êtes chirurgien spécialisé en microchirurgie et également un chirurgien de guerre. On va présenter les choses comme ça. Vous avez formé de nombreux praticiens palestiniens dans ce domaine. Tout d'abord, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci de cette nouvelle invitation. Alors, naturellement, professeur, je le disais, vous étiez à Raza en début du mois. Et naturellement, la question qui nous brûle les lèvres d'emblée, comment est la situation sur place? Vous qui connaissez bien Raza, vous qui avez sans doute noué des liens professionnels mais aussi personnels avec les Razaouis mais aussi des confrères, qu'avez-vous à nous dire d'emblée sur la situation? Écoutez, sur la situation factuelle, le nombre de morts et de blessés, je crois que le monde entier est au courant. Chaque seconde, nous recevons des informations très précises qui ne sont d'ailleurs pas démenties. Donc, disons que ces 15 jours que j'ai passés sur place m'ont donné davantage la possibilité de sonder la capacité de résistance de la population, de mes collaborateurs. Quand je dis mes collaborateurs, je parle des Palestiniens parce que ça fait 20 ans que je me rends là-bas et je passe la moitié de chacune de mes missions chirurgicales 3 fois par an. Je les passe à l'hôpital européen, donc j'ai travaillé dans un hôpital dont je connais les infirmiers, les infirmières, les salles d'opération. Et ce travail s'est fait, je dirais, d'une façon assez simple, puisque des blessés compliqués ont pu être traités dans de bonnes conditions, je dois dire. C'est-à-dire que la première des conditions, c'est la bonne volonté du personnel, des chirurgiens qui, pour deux, d'ailleurs, sont de mes anciens élèves que j'ai diplômés il y a une quinzaine d'années. Donc le travail a démarré immédiatement. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans le reste de la bande de Gaza, mais je peux dire que à l'hôpital européen de Khan Younis, eh bien la chirurgie orthopédique que j'ai pu faire était une chirurgie de très bon niveau et qui ressemblait tout à fait à celle que je faisais d'habitude. Mais surtout, ce qui m'a absolument frappé, c'est le calme extraordinaire de toute cette population palestinienne, tous ces réfugiés qui ont envahi, se sont installés à l'intérieur même de l'hôpital et dans les couloirs de l'hôpital. Lorsque nous nous rendons en salle d'opération, il y a 2 rangées de matelas à gauche et à droite le long des murs. Et il y a là toute une vie familiale, une vie de village, des enfants qui jouent. Et ce ne sont pas les bombardements que l'on entend presque en permanence qui les font bouger. Autrement dit, la capacité, je ne dirais pas l'indifférence affichée, est assez incroyable. Ce n'est pas une population terrorisée, c'est une population qui est là parce qu'elle n'a pas l'autre choix. Et ça, c'est une très grande leçon. Donc on parle de la résistance, généralement on parle de la résistance armée, qui arrive à déjouer certaines intrusions sionistes, mais on oublie de dire que des gens, des particuliers, des monsieur tout le monde au niveau de Raza résistent au quotidien, comme les médecins, comme d'autres peut-être professions, mais surtout les médecins qui parfois tentent de soulager la douleur alors qu'eux-mêmes sont touchés dans leur chair
par la perte d'un être proche. Pardon. C'est tout à fait vrai. Si vous voulez, mon voisin, je dirais, de paillasse, puisque nous étions dans une pièce à 5 matelas collés les uns sur les autres, mon voisin de droite, était un médecin anesthésiste palestinien formé en Allemagne, vivant en Allemagne avec un passeport allemand, et qui est venu pour l'occasion pour aider. Eh bien, son père a été tué il y a 1 mois et demi à peu près par un tir de tireur isolé, et une partie de sa famille est décédée sous les bombardements pendant le moment où j'étais sur place. Et je lui dis, mais où ça s'est passé? Il m'a dit, ça s'est passé à 2 minutes d'ici. Et ça, c'est l'ambiance générale. Les bombardements sont permanents, extrêmement proches, et les gens continuent à vivre, les enfants à jouer dans la cour avec les chaises roulantes, par exemple, tout ce qu'ils peuvent trouver pour jouer. Donc ça, c'est quelque chose de très impressionnant. En même temps, on assiste à des spectacles effroyables, que ce soit aux urgences et même à l'entrée de l'hôpital. J'ai vu de mes yeux, en pleine journée, entrer à l'hôpital européen un camion-ben chargé de cadavres, débordant presque de cadavres, et tout ça au milieu des enfants qui jouaient et qui se sont écartés pour laisser passer le convoi. Donc une résistance étonnante qui nous convainc, si c'était nécessaire, que les Palestiniens resteront sur place et que dès qu'ils pourront retourner sur le lieu de leurs habitations, qu'elles soient détruites ou pas, ils le feront. Mais professeur Oberlin, on entend votre message, c'est un message encourageant, même si le contexte se confond tout à fait dramatique. Mais ces bombardements, ces deuils, c'est la faim, peut-être les maladies aussi avec l'augmentation de température également, notamment à Rafah, ça pourrait aussi peser sur le psyché ou le profil psychologique de ces Razaouis. Malheureusement, c'est peut-être aussi des douleurs qu'on ne voit pas. Alors écoutez, bien entendu que ça influe sur le profil psychologique, mais ça fait 20 ans que je rencontre des gens qui ont perdu une partie de leur famille ou dont une partie de la famille est en prison. Autrement dit, je ne dirais pas qu'il y a une accoutumance, mais il y a le développement d'une résistance qui est absolument indiscutable. Il n'y a que le niveau d'échelle, si vous voulez, qui a été atteint, qui est absolument effarant. Et bien entendu, je ne nie pas toutes les catastrophes sur la santé qui frôlent donc au génocide, mais il n'empêche que l'Organisation des Nations Unies continue à avoir des relevés très réguliers de toutes les maladies qui sont en explosion, comme les hépatites par exemple. J'ai l'impression de reconnaître des lieux que je connais bien ici. Voilà. Il y a le problème de la mère et de l'enfant, les accouchements qui sont dans des conditions très difficiles. Il est malheureusement certain que l'on verra sur les courbes de natalité une cassure avec une mortalité infantile qui va augmenter de façon considérable. Je dis simplement qu'à l'hôpital européen de Khan Younis, on peut travailler. Alors, Netanyahou a table encore sur l'effondrement des Palestiniens, l'effondrement général, en bombardant des écoles, des hôpitaux, en interdisant les convois humanitaires de pénétrer l'enclave. Finalement, ces militaires sionistes, ces théoriciens militaires sionistes, ont mal cerné ces Palestiniens qui s'avèrent être robustes. C'est ce que vous nous dites en tout cas. Absolument, ils n'ont pas du tout appréhendé la psychologie des Palestiniens, alors que les Palestiniens connaissent la psychologie des Israéliens, les dirigeants palestiniens la connaissent et c'est la raison de leur succès, mais en tout cas, ils n'ont pas appréhendé cette psychologie et c'est ça qui doit nous rendre optimistes, car même si la grande majorité, par exemple, du système de santé a été détruite, ce qui fait la qualité du système de santé, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent, les hommes et les femmes qui ont été formés. Autrement dit, il y a des milliers de médecins qui sont sur place et qui sont prêts à travailler dès lors qu'on leur donnera les possibilités de travailler. Ceux qui payent qui ont les plus lourdes souffrances, ce sont tous ces patients qui normalement étaient soignés dans un territoire qui est de la taille de la région parisienne, de Paris, intramuros, si vous voulez,
Imaginons une capitale comme Alger ou comme Paris, où il n'y a plus aucun traitement anticancéreux, où les femmes accouchent comme au Moyen-Âge, à la maison. Donc c'est toute cette population aussi dont on ne parle pas, qui ne figure pas sur la mortalité des bombardements, sur les statistiques, mais on le verra très certainement. Le génocide est en cours. Il n'y a aucun doute que la conclusion, après vérification des preuves, la conclusion de la Cour internationale de justice sera celle d'un génocide. Alors, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, du ministère palestinien de la Santé, au 206e jour de génocide, on déplore presque 35 000 Palestiniens tués, 80 000 blessés. Un certain nombre de victimes se trouvent toujours d'ailleurs sous les décombres. Les militaires sionistes empêchent les ambulances d'évacuer les blessés. Taleng Mokfeng, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit et la santé, le dit, il s'agit bel et bien d'un génocide auquel nous assistons actuellement à Gaza. C'est-à-dire que cela confirme ce que beaucoup de Palestiniens disaient très vite, c'est-à-dire après le 7 octobre, ce qu'ils ont d'ailleurs longtemps dit. On ne les a pas trop crus. Alors dites-nous, vous qui êtes sur place, je vous pose la question franchement, est-ce qu'on assiste à un génocide, professeur Oberlin ? Alors écoutez, aujourd'hui, et après que la décision de la Cour internationale de justice ait été rendue, eh bien le mot génocide n'est plus une opinion. C'est un fait juridique avec un certain nombre de critères, tuer quelqu'un pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait, attenter à ses moyens d'existence élémentaires, l'eau, la santé, l'alimentation, etc., les déclarations génocidaires, le plan concerté, etc. Tout est là. Donc le génocide n'est plus une opinion, le prononcer, même si dans certains pays, comme encore en France, eh bien, ça vous vaut des problèmes judiciaires. La Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, pardon, est derrière nous pour parler de génocide juridiquement. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, selon les experts, toujours de l'ONU, comme Per Lodhammer, qui est responsable au service de lutte contre les mines aux Nations Unies, qui révèle que même si la guerre cessait maintenant, le calvaire des Palestiniens ne serait pas fini à Gaza, puisqu'il faudrait, il le dit lui-même, 14 ans pour déblayer les décombres et déminer les 10% de bombes qui n'ont pas explosé. Alors, professeur Oberlin, les souffrances des Palestiniens risquent encore de s'allonger dans le temps. Alors écoutez, je n'aurais pas l'audace de démentir ce que disent les experts de l'ONU. L'ONU fait un travail magnifique au niveau de son secrétaire général, au niveau de ses différentes organisations, que ce soit l'Organisation de la Santé, l'UNICEF, que sais-je. En ce qui concerne les déclarations pessimistes concernant la reconstruction, je ne pense pas qu'il faille une génération pour reconstruire ce qui a été détruit. Il y a eu malheureusement beaucoup d'antécédents et on peut faire confiance aux Palestiniens si le siège est levé pour reconstruire à une vitesse remarquable. Et j'en suis véritablement convaincu. Combien de fois j'ai vu des hôpitaux reconstruits, la faculté de médecine reconstruite. Bien entendu, là, il y a une question d'échelle, mais la solidarité internationale est prête à s'exprimer. Le monde entier est prêt à aider les Palestiniens. Et même dans les pays dont les exécutifs sont les moins favorables à la Palestine, je veux parler des pays occidentaux, eh bien l'opinion dément absolument tous les jours la tiédeur des dirigeants occidentaux. Donc je crois que si un accord est obtenu pour un cessez-le-feu de longue durée, avec une levée du siège, eh bien la reconstruction viendra plus vite que l'on ne le croit. Il y a 6 jours, une fosse commune a été découverte après le départ des troupes sionistes de Khan Younes. Les conclusions du porte-parole du ministère de la Santé à Gaza fait froid dans le dos. On écoute. وجد من هؤلاء الشهداء من هو تم إعدامه بشكل مباشر، منهم من تم قطع رأسه ومنهم من تم بتر في أطرافه العلوية أو السفلية أو بقر باطنه، وبالتالي ما وجدته الطواقم المختصة سواء في الدفاع المدني أو الطواقم الطبية جثث كثيرة بلا رؤوس أو بلا أعضاء أو بلا أيضا أطراف. الذي حدث في مجمع ناصر الطبي هو نفس الذي حدث في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان
ومستشفى العودة ومستشفى القدس ومستشفى الأمل وكافة المستشفيات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرتها واقتحامها وتدميرها وإحداث إعدامات جماعية في داخل هذه المستشفيات سواء للنازحين أو للطواقم الطبية أو للجرحى والمرضى. وهذا ما حدث واكتشف سابقا في مجمع الشفاء الطبي قبل أقل من أسبوعين. واليوم Alors, on aurait exécuté des Palestiniens pour les enterrer. On a également trouvé des corps sans tête, sans membres. Des organes auraient également été amputés. Christophe Oberlin, on a aussi entendu un message qui fait froid dans le dos. L'entité sioniste volerait des organes aux Palestiniens exécutés. Alors ça, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu en face de moi l'hôpital européen, au moins 2 chirurgiens qui étaient à l'hôpital Shifa au moment des pires exactions, et donc ils m'ont confirmé tout ce que la presse, tout ça et tout ce que tout le monde sait, mais en même temps, il faut savoir qu'il existe, que le Hamas a mis sur pied, après la guerre de 2014, une équipe de recueil de preuves, de façon à pouvoir apporter au niveau des tribunaux internationaux la meilleure documentation pour pouvoir affirmer qu'un certain nombre de crimes ont été commis. Et cette équipe, je peux vous dire qu'elle travaille, elle est extrêmement compétente, une équipe entièrement palestinienne qui travaille sous la direction du ministère de l'Intérieur palestinien à Gaza. Et donc, le jour venu, eh bien, lorsque les auditions seront ouvertes, lorsqu'il y aura l'audience de confirmation des preuves, eh bien, toute une masse de preuves qui sont d'ailleurs parvenues en partie à la Cour pénale internationale au cours de ces derniers jours, et en particulier contre les hôpitaux, à partir des attaques effectuées contre les hôpitaux. Et donc, les tribunaux auront tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir requérir contre les responsables. Alors, Christophe Oberlin, quel conseil, peut-être pas un conseil, mais une orientation, qu'est-ce que vous direz à des médecins qui voudraient s'engager dans des conflits armés pour soigner des blessés? Comment on fait pour tenir dans un tel contexte de violence? On s'inspire des Palestiniens, peut-être aussi je sais pas, la spiritualité est aussi un secours. Comment vous faites-vous quand vous observez cette entreprise de déshumanisation totalisante avec une certaine complicité de certains pays, dont la France? Comment vous faites? C'est dur quand même de garder son idéal de médecin. Quel conseil vous donnerez à des médecins, à des praticiens de la santé qui voudraient s'engager dans des conflits armés? Alors déjà, je leur conseillerais l'humilité, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sur le terrain, qui font l'essentiel du travail, ce sont des Palestiniens, ce sont des infirmiers, des infirmières, des secouristes, des chirurgiens, des radiologues, des anesthésistes palestiniens. Et donc, il ne faut pas y aller avec l'idée qu'on va leur apprendre ce qu'ils doivent faire. On y va d'abord par solidarité, pour montrer qu'on est solidaire de nos confrères, on essaye de travailler avec eux. Mais il ne faut pas débarquer en terrain conquis, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu passer par l'organisation de la santé qui, même en période de guerre, et j'en ai connu plusieurs là-bas, eh bien, continue d'être contrôlée par l'administration locale qui fait un travail remarquable, qui répartit les chirurgiens, qui fait connaître justement les besoins aigus en rupture de médicaments ou de matériel chirurgical, matériel qui est apporté par les équipes humanitaires qu'Israël permet d'entrer. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que c'est toujours aujourd'hui, à l'heure qu'il est, eh bien, le Kogat, c'est-à-dire un segment de l'armée israélienne, qui permet ou pas d'entrer aux équipes humanitaires. Donc ces équipes humanitaires sont utiles, elles apportent du matériel, elles apportent du réconfort aux confrères, mais ce sont les chirurgiens palestiniens qui sont les plus compétents pour toute cette chirurgie de guerre qu'ils pratiquent malheureusement depuis très longtemps, toute cette chirurgie de sauvetage pour des lésions vasculaires gravissimes, des lésions abdominales ou thoraciques. Et la chirurgie, en ce qui me concerne, que j'ai très modestement introduite il y a des années, j'ai maintenant des élèves qui sont chefs de service et qui produisent cet enseignement à leurs élèves aussi, vous voyez. C'est une chirurgie secondaire, c'est-à-dire que ces dizaines de milliers de blessés qui ont survécu
eh bien, il va y avoir de la chirurgie secondaire à faire pour leur permettre de se remettre debout, de réutiliser une main. En ce qui me concerne, pendant les 45 patients qui opéraient avec mon collègue chirurgien anglais, eh bien, on a évité l'amputation de quelques mains et de quelques pieds. Mais il y a surtout toute une chirurgie secondaire pour des fractures non consolidées, pour des plaies qui ne cicatrisent pas, que sais-je, qui sera à faire. Donc il y a pour une année de travail chirurgical dans le futur à Gaza. Alors le conseil que je donnerais à ceux qui vont, c'est choisissez la spécialité qui est nécessaire là-bas. N'y allez pas simplement pour faire du témoignage, prendre des photos, mais on a besoin d'urgentistes arabisants, par exemple. Il faut parler la langue quand on est au contact avec le public, les blessés, les familles. Et ceux-là qui étaient avec moi ont fait un excellent travail. On a besoin de chirurgiens orthopédistes qui soient capables de traiter les lésions des tissus mous, des muscles, des nerfs, des vaisseaux. Vous voyez, c'est une chirurgie assez particulière, la chirurgie là-bas. Et donc, le chirurgien lambda doit d'abord se poser la question, qui suis-je pour aller là-bas ? Alors vous êtes aussi un bon connaisseur du droit international, en plus d'être un chirurgien de guerre. Des médiationnistes ont rapporté en début de semaine que la Cour pénale internationale de La Haye envisageait d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou pour ses crimes génocidaires à Gaza. Yoav Gallant et aussi le chef d'état-major ont été cités, ce qui inquiète d'ailleurs les États-Unis d'après Bloomberg. Pensez-vous que la juridiction de La Haye, la juridiction internationale, ira jusqu'au bout ? Alors écoutez, je suis assez au courant parce que je suis aussi bien en contact avec l'exécutif de Gaza qui depuis des années a mis sur pied ces équipes de recueil de preuves dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui croit de plus en plus à l'application du droit international, qui en tout cas la réclame depuis plus d'une dizaine d'années, contrairement à la partie adverse. Et d'autre part, je suis assez au courant puisque je suis en contact quotidien ou presque avec les principaux avocats de la Cour pénale internationale. Alors, depuis le lancement d'une enquête approfondie par Fatou Bensouda, le procureur actuel, Karim Khan, a tous les éléments pour faire lancer des mandats d'arrêt par la Cour. Il ne l'a pas fait pour l'instant, c'est sa responsabilité, mais en tout cas, les échos que nous avons, qui ne sont que des échos. Il faudra véritablement se réjouir le jour où les mandats seront sortis. Mais on a eu l'expérience déjà par le passé que Israël, son exécutif, son procureur général ont eu des informations avant même que des actions soient lancées contre Israël. Et en ce qui concerne l'ouverture, par exemple, d'une enquête approfondie par Fatou Bensouda, on a été assez surpris de voir que le procureur d'Israël de l'époque a envoyé un mémoire en contradiction à Fatou Bensouda quelques heures avant que Fatou Bensouda ne publie le sien. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se passent en sous-main et c'est paradoxalement en écoutant l'exécutif israélien, en écoutant les généraux, le procureur d'Israël, qu'on a le plus d'éléments pour penser que très prochainement, des mandats d'arrêt seront lancés. Je rappelle néanmoins que le procureur demande à la Cour, ce sont juges qui lancent les mandats d'arrêt sur demande du procureur, et donc malheureusement joue dans cette affaire la question du délai avec cette offensive sur Rafah qui pourrait être absolument dramatique. Et je dois dire que La Haye portera une très lourde responsabilité si ces mandats d'arrêt parvenaient après que les massacres aient été commis. Donc vous êtes confiant, pensez que cette fois-ci la juridiction ira jusqu'au bout, même si vous nous avez décrit un peu les arcanes. C'est inéluctable, c'est une locomotive. Une locomotive elle ne repart pas en arrière lorsqu'elle est lancée, c'est inéluctable. Le procureur n'est pas en fin de mandat, il ne va pas pouvoir différer éternellement et au procureur suivant les décisions. Je ne dirais même pas que c'est l'institution Cour pénale internationale qui est en jeu. Il est inimaginable que la suite ne soit pas décidée, mais quand, on ne le sait pas
à jours près, à quelques jours près. Merci Christophe Oberlin, ça sera le mot de la fin. Professeur Christophe Oberlin, merci d'avoir été des nôtres et surtout, merci pour vos témoignages qui nous ont permis de nous rapprocher de plus près du terrain Razaoui. Mes respects et je vous dis à bientôt. L'Échiquier international, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi.